Et si nous devenions subtils? Et si nous nous imposions de le devenir? Bienvenue sur le canal de la subtilité. La voix subtile, Con đường tinh tế, le podcast qui épouse Et questionne. le sens subtil de la vie. Avec Ha Giang, samouraï de l'art de vivre, vietnamienne douce et célestement radicale, Et Vincent Cespedes, Confuca de la philosophie, hispano-hongrois des racines et philosophe peintre des sommets. dans ce 6e épisode, nous allons essayer de comprendre si la subtilité peut lésiner, Tergiverser, piétiner dans les deux sens du verbe, faire du surplace ou écraser, la radicalité subtile. existe-t-elle? Est-elle viable dans un monde de mou du genou, De mou de l'âme, d'apôtres du noyage de poissons? de tricheur de la politique de l'autruche? Si vous ne vous êtes pas imprégné des 5 épisodes précédents, ce n'est pas grave. Mais rattrapez-vous quand même, Subtilement. radicalement. Suivez-nous dans ce temps gourmand de réflexions inédites, Nous vous montrons quelle est la voix avec un X, la voix du cri et du murmure, de l'inconnu qui tue, ou qui fait supervivre, avec un E, la voix super féminine, grammaticalement. voix des plis et des replis, Voix de ce que l'on n'a pas besoin d'apprendre pour l'avoir déjà compris petit. vieux souvenirs. Golden Memory. C'est parti. Cher A, voici un titre bien paradoxal, la radicalité subtile. La radicalité nous renvoie un peu à la violence, à la transformation profonde et sans concession, sans dialogue. Et la subtilité, c'est tout l'inverse. C'est la douceur, c'est l'écoute, c'est l'échange, c'est la tolérance. Donc comment expliquer que ces deux termes se retrouvent en titre de notre 6e épisode de La Voix subtile? Pourtant, la radicalité, c'est aller vers la profondeur. C'est pas ça, c'est racine. Il y a quelque chose très profonde dans ce que on doit le faire en fait. On doit le faire jusqu'au bout. Et la subtilité nous permet d'aller loin. Et aller loin dans la cause, aller loin dans le problème, la problématique, aller loin dans la racine des choses pour arracher et pour être, pour saisir toutes les nuances possibles pour être dans la radicalité. Et souvent, dans l'idée de radicalité, il y a l'idée que je ne fais pas de concession. J'ai un objectif et rien ne pourra m'en faire dévier. Et donc, il y a une forme d'intolérance quand on parle de radicalité. A fortiori, quand on parle de radicalisme. C'est-à-dire, c'est pas juste une action que l'on peut juger radicale, mais c'est un comportement, une attitude régulière qui vise à être intolérant, qui vise à polariser le débat, à mettre des ennemis contre des amis et à être dans une pensée binaire. Donc, on voit bien que déjà, la radicalité subtile se pose comme étant tolérante. Et ça aussi, c'est paradoxal. Comment peut-on être radical et ouvert au dialogue, ouvert à la discussion, ouvert à la liberté de conscience et à la pluralité des idées? La subtilité n'est pas du tout, comme tu as dit, dans la tolérance. La tolérance, c'est quelque chose important dans l'amitié, dans l'amour, dans l'art de vivre, mais quand il y a quelque chose qui nuit cette ambiance-là, en fait, c'est drôle, mais du coup, l'intolérance arrive pour assurer la tolérance absolue avec les valeurs humaines. Et donc, la subtilité ici, c'est pas du tout aller chercher le conflit visible sur la surface et mettre le mot ennemi parce qu'on ne sait pas pourquoi ils sont là, notre ennemi.
peut-être il y a des raisons de longue date, de très profondes. Donc du coup, ça revient vers la notion, la profondeur dont j'ai parlé tout à l'heure. Dans la sagesse asiatique, il faut aller chercher jusqu'au bout du problème. Ça veut dire que tu remontes dans le courant, sur la rivière, tu montes, et tu sais pourquoi l'eau coule par là. Mais après, pour changer les choses, pour peut-être changer même le courant, il faut vraiment changer en haut, mais pas en bas. Tu peux rien faire, tu peux pas nager contre le courant. Mais si tu montes, tu sais comment changer le courant. Bah, peut-être c'est possible. Tu changes quelques, comment dire, positions des pierres, les arbres, tu plantes les arbres, oui, voilà. Donc du coup, ça, pour moi, c'est la radicalité subtile. Ça veut dire qu'on cherche au fond du problème pour le changer, mais pas juste circonstanciel. Couper les branches, un arbre. Il faut voir qu'est-ce qu'il y a les racines. Dans la racine. Ouais. C'est très beau tes images je vais les prendre, je vais essayer de voir ce qu'on peut en faire parce que ça me semble très beau comme image. On a deux images que tu as convoquées. On a l'idée de la source qui induit un courant, donc le lit d'une rivière ou d'un fleuve, et on peut changer le cours d'un fleuve, ça c'est fait. Et effectivement, il faut remonter. Pour comprendre l'ensemble du fleuve, on va remonter à la source du problème. C'est une métaphore que tu nous proposes. Alors, toi, tu parles de profondeur, mais en l'occurrence, là, c'est plutôt remonter dans la montagne, monter en hauteur, mais toujours pour être à l'origine, la cause, toucher la cause. Ouais, donc, la radicalité subtile ne cherche pas à transformer les conséquences, mais cherche à transformer les causes profondes, ce qui engendre un processus, un événement, une action ou des conflits, etc. Et puis tu donnes une autre image, c'est l'image de l'arbre. Si on veut soigner un arbre, il ne faut pas simplement s'occuper de la cime, il ne faut pas simplement s'occuper des branches en hauteur, il faut aussi s'occuper du tronc, des racines, et parfois la maladie d'un arbre vient des racines, vient du sol, vient des nutriments qu'il ingurgite avec les racines. Donc ça c'est beau parce que ça rejoint profondément la notion de radicalité, qui veut dire racine, précisément. La radicalité, c'est aller aux racines du problème, aux racines du mal pour combattre le mal, etc. Et je retiens aussi de ce que tu dis une chose bouleversante pour un esprit occidental européen formé à la philosophie comme le mien, c'est qu'en fait, tu fais presque un élange de l'intolérance. Je pose pour nos auditeurs une chose importante. La philosophie va de pair avec la tolérance depuis Platon. Voilà. Ça fait 2500 ans qu'on nous raconte que la philosophie, c'est écouter les idées, quitte à critiquer, quitte à, bien sûr, ne pas être d'accord avec le partenaire de dialogue. Mais en tout cas, le philosophe ne se conçoit pas forcément comme adversaire, comme ennemi, c'est celui qui utilise la tolérance. Voltaire lui-même, qui était bien trempé dans ce qu'il voulait dire, qui était polémiste, qui était vindicatif. Même Voltaire fait l'éloge de la tolérance. John Rawls, philosophe américain, politique américain récemment, disait au XXe siècle, donc l'intolérance est la négation de la liberté de conscience et de l'autonomie de la raison. Elle est incompatible, l'intolérance, avec l'exercice de la liberté de pensée et de parole, ainsi qu'avec l'égalité des citoyens et la justice. Enfin, c'est la totale. L'intolérance, c'est incompatible avec la démocratie. On peut le dire comme ça pour résumer la pensée de Rawls. Et bien là, tu nous dis que finalement, la radicalité subtile nous montre peut-être un bon usage de l'intolérance. Mais pas une intolérance frontale qui cherche le conflit tout de suite. Une intolérance sur là où on veut aller. On n'est pas là pour discuter. On n'est pas dans une diplomatie relativiste où tout se vaut. On sait où on va. On sait ce que l'on veut politiquement, mais les moyens déployés, eux, peuvent être non pas du côté du conflit, mais du côté de l'écoute, de la douceur et de la persuasion. Le combat contre un état des choses n'est pas du tout le même combat contre la cause de cet état des choses. C'est comme un mouvement.
En fait, je le dis parce qu'on en parlait comme exemple, on a vu sur les réseaux sociaux des professeurs d'université qui en voulaient à leurs collègues d'entretenir des relations de séduction, voire même d'amour, avec des jeunes étudiantes. Donc on a des professeurs d'université de 50 ans, on l'a vu avec l'affaire MeToo d'ailleurs que c'est pas toujours, c'est très compliqué au niveau du consentement parce que les étudiantes dépendent en fait de leurs professeurs, leur cursus dépend vraiment, vraiment d'eux, il y a une inégalité, une dissymétrie dans la relation, et pourtant il y a des histoires de coucherie, des histoires d'amour, etc. Et beaucoup de professeurs disent il faut interdire ça. Ça, c'est l'état des choses. L'état des choses, c'est qu'il y a cette relation de dépendance quasiment professionnelle et cette relation d'amour. Et des professeurs disent on va interdire cet état des choses. Et toi, ce que tu dis, c'est autre chose. C'est quoi la radicalité subtile dans cet exemple? Pour moi, c'est pas radical. Parce qu'on ne peut pas interdire les deux individus adultes qui sont complètement conscients de leur vie et ils sont complètement indépendants et libres pour s'aimer. Mais comment on peut oser de penser qu'on peut les interdire d'être ensemble? Le problème n'est pas là. Le problème, c'est la cause qui emmène à cet état des choses, c'est la position des professeurs dans les universités françaises. Pourquoi les professeurs prennent la position dominante envers les étudiants? Pourquoi on ne voit pas ce vrai problème-là? Et ce mouvement, c'est que dans la procédure de construire la relation humaine, il y a un bug. Donc, d'un seul coup, l'intolérance a un sens. On ne peut pas tolérer la position dominante des professeurs. C'est juste deux positions différentes. C'est votre métier, c'est votre mission de transmettre et vous êtes juste un moyen ou c'est une fonction de transmettre des connaissances pour gagner de l'argent. C'est votre boulot. Pourquoi les professeurs doivent prendre une position dominante, imposée, écrasante sur les étudiants? Surtout que l'université française est vraiment assez médiévale et qu'il y a vraiment des relations hiérarchiques extrêmement fortes. C'est ça que tu veux toucher en fait. Finalement, il faudrait être intolérant par rapport aux mécanismes profonds de l'université française plutôt que ses conséquences, les coucheries entre étudiantes et professeurs. Exactement. Du coup, on a quoi? On a la tolérance avec les relations amoureuses, libres, entre les deux personnes, même si l'âge et position différents, les métiers différents, mais on est intolérant avec la position dominante imposée et qui crée en fait un processus intolérable. Oui, je comprends. Et du coup, quelque part, il faudrait faire une révolution. Et la plupart des gens qui veulent trouver des petites mesures rustines, des choses qui vont réparer un navire qui prend l'eau, ceux qui veulent juste dire bon, on va interdire ça. Alors que d'abord, c'est délirant, interdire des relations, comme tu dis, entre adultes consentants, c'est compliqué, même si le consentement est à questionner. Mais en plus, ils ne veulent pas révolutionner le système. Et finalement, ils vont nourrir le système tout en disant on interdit les conséquences néfastes et désastreuses. Et j'ai l'impression que ce qu'on décrit là, c'est tout le processus technocratique actuel, toute notre façon de fonctionner dans la société. On cherche à réduire les conséquences néfastes sans vouloir transformer les causes néfastes. Et quelque part, être intolérant sur les causes néfastes permet d'être tolérant sur les conséquences quelque part, puisque ça s'équilibre. Est-ce que l'on peut dire, selon toi, que la radicalité subtile, c'est être intolérant avec les causes du mal, mais tolérant avec les conséquences du mal parce qu'on les voit comme de simples conséquences de quelque chose de plus profond. Quand on dit tolérance, ça ne veut pas dire qu'on accepte de façon aveugle, ça veut dire qu'on comprend. Et donc, la radicalité subtile est un exercice de l'intelligence. C'est essayer d'être plus intelligent pour voir plus profondément, pour reprendre ce terme de profondeur.
Je pense que non seulement c'est un exercice d'intelligence, mais c'est un exercice de l'empathie. Parce qu'il faut d'abord comprendre pourquoi cette situation existe. La source, c'est très profond tout ça. Il faut aller loin. Donc ça demande une autre énergie, une autre façon de voir des choses. Je donne un autre exemple qui, je pense, qui touche beaucoup des Français en ce moment. C'est sur le lieu d'habitation. C'est des apparts, l'immobilier. Tu vois, donc maintenant, en France, pour louer un appartement, surtout dans les grandes villes, c'est hyper compliqué. Il faut les dossiers énormes. Il faut gagner 3 fois le loyer. Il faut avoir des garants. Des fois, les personnes à d'une 30 ans, 35 ans, qui bossent bien, qui a des revenus tout à fait corrects, mais il faut encore demander à leurs parents, à eux, d'être garants parce que les propriétaires font plus confiance à rien. Pourquoi? Parce que l'État force les propriétaires de prendre la responsabilité envers le locataire. Ça veut dire que en hiver, on ne peut pas virer les locataires. Ça veut dire que les locataires ne payent pas. Il faut avoir un temps qui dure pour les virer, etc. C'est trop compliqué. Donc, en fait, pour régler le problème entre, on va dire, les riches et les pauvres, ils vont mettre des couches pour protéger les pauvres. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que les candidatures pour louer les appartements est compliqué pour les locataires. Donc, du coup, tout revient sur les locataires. Tandis que, normalement, tout ce système, il faut vraiment sauter pour supprimer cette relation de dépendance entre les propriétaires et les locataires. En fait, il faut supprimer le système. Il faut inventer autre chose et que je me demande pourquoi dans un pays riche comme ça, chacun n'a pas un droit d'avoir un lieu à eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la banque doit emprunter de l'argent ou l'État, il y a une banque d'hébergement pour tout le monde. Les banques, les systèmes ne veulent pas prêter de l'argent aux pauvres parce qu'il y a beaucoup de risques. Ils veulent seulement prêter de l'argent aux gens qui ont capacité d'assurer les risques. Profondément, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens entre les banques et les pauvres. Ce sont des gens aisés ou des riches qui prennent tout le risque des banques. Il faut supprimer ce intermédiaire. Il faut que les banques prennent le risque à eux et prêter de l'argent directement aux pauvres, aux gens normaux, tout le monde qui veut avoir un toit. Il n'y a pas de sens si on vit dans un appart pendant 20 ans, pendant 15 ans, et c'est pas chez eux, et il peut être viré n'importe quand. C'est ça la radicalité. Il faut supprimer la relation entre les pauvres et les riches, les locataires et les propriétaires, mais pas mettre des couches de protection qui retombent sur le dos des gens précaires. La voix subtile, le podcast qui épouse et questionne le sens subtil de la vie. Comment on transforme le monde? La radicalité subtile est subtile aussi, pas simplement par les buts qu'elle vise, c'est-à-dire transformer profondément les choses, aller à la racine des problèmes, mais la radicalité subtile est aussi subtile par les moyens qu'elle met en œuvre pour parvenir à ses fins. La subtilité
doit être la révolution dans la vie quotidienne. Mhm. Ça veut dire qu'on doit apprendre, on doit savoir quelle nourriture le système, pour nourrir le système, et couper la nourriture. Donc, pour moi, la nourriture du système, c'est la consommation. Mhm. Du coup, on peut vraiment couper radicalement la nourriture du système en faisant des choses très simples, Hors consommation. qu'on arrête de consommer à la manière considérable. Pour moi, il y a par exemple un exemple très très concret que je dis, j'essaye à caser dans les conversations avec tout le monde, avec nos amis, c'est faire la cuisine. C'est tout bête. Faire la cuisine et valoriser un repas entre les gens qu'on aime, c'est quelque chose contre l'industrie alimentaire, contre les heures supplémentaires, contre la vie 10 heures de boulot par jour. Métro, boulot, dodo. Ouais. Et du coup, la vie a une autre qualité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on doit rentrer à la maison à certaine heure, assez tôt, pour acheter des produits frais, pas forcément chers ou chic ou extraordinaire, et faire une cuisine comme de l'art de vivre. Et là, de la table aussi, tu vois, se mettre une jolie table et puis se trouve entre les amis, la famille. Et là, on peut manger un bon repas en parlant de la vie. On philosophe. Du coup, rien que ça, pour moi, c'est révolutionnaire. C'est subtil, c'est doux, c'est élégant. On a l'impression que la radicalité subtile trouve son moyen d'action à travers des complicités humaines renforcées. On sort de l'individualisme de consommation, de la compétition de tous contre tous, et on recrée du lien, on recrée de la complicité pour finalement directement s'adresser à l'autre sans passer par les intermédiaires. Et on peut évidemment aller plus loin, on peut aussi donner à l'autre sans passer par un intermédiaire, on peut aussi éduquer l'autre sans passer par un intermédiaire, on peut aussi même s'occuper de sa santé, etc., sans passer par des institutions qui vont finalement nous faire oublier la magie du lien humain. Et ça peut avoir des conséquences politiques extrêmes. On pense, quand on dit radicalité subtile, spontanément on pense à Gandhi, qui par la non-violence et la résistance passive a résisté à la colonisation britannique. On pense à Martin Luther King, qui a lutté contre la ségrégation raciale, pareil, en travaillant sur la désobéissance civile. Moi j'ai envie parce que tu aimes les exemples du quotidien, j'ai envie de te parler de Rosa Parks. Rosa Parks, c'est une militante des droits civiques aux États-Unis. À l'époque, il fallait laisser la place du bus aux Blancs quand on était noir, et elle a simplement refusé de se lever et de céder sa place à un blanc dans un bus. Et ça, c'est radical, parce qu'en fait, ça a des conséquences politiques énormes. C'est ce qui a carrément accéléré le mouvement des droits civiques et qui a permis une explosion du boycott. C'est-à-dire, je ne joue plus le jeu auquel vous voulez me faire jouer. Donc c'est totalement radical et c'est totalement subtil. Il n'y a pas finalement une violence réelle déployée. On est dans le quotidien. Je me réapproprie le quotidien en réinterrogeant à nouveau frais les règles du jeu qu'on m'a donné. On pourrait parler de Malala Yousafzai, la militante pour l'éducation des filles, qui est prix Nobel de la paix, et qui a utilisé l'éducation et la parole pour lutter contre l'oppression des femmes et promouvoir l'égalité des sexes dans son pays, le Pakistan. Là, on a affaire aussi à une radicalité subtile. Donc cette puissance de la douceur, on retrouve même des traces dans la philosophie d'Épicure. Pour Épicure,
Le bonheur, c'est la concentration de plaisir. Les vertus ne sont pas choisies pour elles-mêmes, mais pour le plaisir qu'elles nous donnent. Et Épicure dit que la véritable force réside dans la douceur plus que dans les combats, parce qu'elle montre manifestement que la vie est satisfaite. C'est pas ça la radicalité subtile, être heureux avec la douceur, montrer que la douceur de vivre est une puissance de bonheur, à l'opposé du conflit que la consommation et la course à la consommation induit. Je pense que dans Confucius ou dans la sagesse asiatique, il y a aussi cette idée, Lao Tzu par exemple, cette idée que la grande force, c'est la douceur. La force la plus profonde, c'est la douceur qui permet de l'avoir, la tendresse, cette puissance qui permet de créer du lien tout en changeant les règles du jeu. Bien sûr, il faut le plus de douceur possible, mais des fois, c'est pas possible. Donc, on doit accepter la violence pour couper la nourriture du système, pour arrêter de consommer à la manière excessive. Là, on peut faire en douceur. Mais comme je viens de dire, le droit d'avoir un toit, c'est quelque chose qu'on doit manifester, on doit faire un mouvement social, on doit parler, on doit vraiment manifester. C'est pas le mettre les banquiers dans la difficulté, non. Il faut peut-être développer juste le système des logements sociaux plus massif que ça. Et j'en suis sûre que c'est pas fait du mal pour la société. C'est juste ne pas mettre tout l'argent dans la poche des riches, c'est tout. Finalement, la subtilité apporte à la radicalité le réalisme. On pourrait avoir des idées radicales de changement, mais qui seraient utopiques, qui seraient inapplicables en réalité. Et l'idée de subtilité, c'est d'essayer de ramener du pragmatisme et du réalisme, de faire coller la radicalité à la réalité. Et finalement, la radicalité subtile, c'est je suis radical dans mes objectifs, je veux vraiment changer les règles du jeu, changer la source des problèmes, mais je veux vraiment y arriver. C'est pas simplement un rêve extrémiste. C'est quelque chose que je veux vraiment faire coller à la réalité. Et donc la subtilité serait le langage que parle la radicalité pour chuchoter à l'oreille du réel et pour influencer le réel. Cette notion d'influence me semble très importante. Influencer quelqu'un, influencer le monde, influencer des façons de faire, influencer des mentalités. Est-ce que c'est pas ça l'essence même de la subtilité? Utiliser l'intelligence de l'autre, la rationalité, les convictions profondes que l'on a, les arguments, pour faire infléchir doucement, en prenant le temps, doucement ou rapidement, pour faire infléchir le positionnement de ce que l'on juge injuste ou étant dans l'erreur. Et donc, être subtil, c'est comprendre que toute relation humaine, toute position dans le monde influence les autres. Il y a le regard des autres qui nous regarde et qui peut du coup nous imiter. Quand Rosa Parks décide de ne pas se lever pour céder sa place à un blanc dans le bus, elle sait très bien que ce qui compte, c'est pas ce blanc qu'elle a en face d'elle, mais c'est l'exemple qu'elle va incarner aux yeux de toutes les femmes noires et aux yeux de tous les noirs afro-américains. Et donc, elle sait très bien que c'est une position d'influence. Quand Mandela tient tête au système de l'apartheid avec la résistance non violente et la diplomatie et dans l'idée d'une réconciliation raciale, d'une réconciliation nationale, eh bien, il sait très bien que c'est par l'influence, même en prison, l'influence qu'il va changer les mentalités. Quand Aung San Suu Kyi, la leaduse politique birmane, résiste par la non-violence et la diplomatie à la dictature militaire et essaie de promouvoir la démocratie, elle sait qu'elle va être une figure et un exemple qui va influencer d'autres Birmans et même le monde entier. Donc cette stratégie subtile qui est une stratégie de l'influence est importante parce que faire à manger, pour reprendre ton exemple qui me plaît beaucoup et que tu appliques dans la vie, je peux en témoigner à nos auditeurs, Ha est une très grande cuisinière qui invente en faisant la cuisine. Ton exemple très simple, c'est pas tellement de faire à manger à des amis, c'est de montrer aux amis qu'ils peuvent aussi faire à manger aux amis. Quand tu donnes, il y a l'idée que tu ne donnes pas simplement une chose, mais tu donnes aussi l'envie aux autres de donner
eux-mêmes. Et la subtilité est donc contagieuse, parce qu'elle est toujours une puissance d'influence. Je ne suis jamais subtil dans mon coin. Si je fais preuve de subtilité pour rendre ma radicalité efficace et pragmatique, j'insuffle aux autres l'idée de devenir subtil à leur tour pour aussi influencer et changer le monde. Autour de moi, il y a plein d'amis qui lisent, qui regardent des films, qui consomment la culture et qui ne disent rien. C'est pas une vie tout ça. Une vraie vie, c'est une vie de partage. Maintenant, on a des moyens incroyables sur les réseaux sociaux pour juste pour dire tiens, j'ai regardé ce film-là et c'est très intéressant parce que. Tiens, fais la cuisine pour les amis, c'est quelque chose d'extraordinaire. On peut toujours partager nos idées, il faut le faire. Parce que à partir de là, on peut tisser le lien par les idées, par les mots, par les conversations pour avancer ensemble. Ce qui est important et qu'on a peu souligné, c'est que la subtilité historiquement en France, mais je pense qu'au Vietnam c'est la même chose, a été réservée aux femmes, dans l'éducation des femmes. Les femmes doivent être subtiles et les hommes peuvent être radicaux. Les hommes peuvent avoir des buts politiques, peuvent vouloir faire la révolution, transformer le monde, et les femmes sont éduquées dans l'idée d'une subtilité qui finalement n'a pas tellement d'influence sur le monde. Je vais te lire un extrait de Madame de Genlis. Madame de Genlis, c'est au XVIIe siècle celle qui a une grande influence dans l'éducation des jeunes filles. Elle a marqué la vie intellectuelle de son temps. Et voilà ce qu'elle dit dans Adèle et Théodore ou Lettres sur l'éducation. Voilà, je te lis cet extrait. On doit éviter avec soin d'enflammer l'imagination des femmes et d'exalter leur tête. Elles sont nées pour une vie monotone et dépendante. Il leur faut de la raison, de la douceur, de la sensibilité, des ressources contre le désœuvrement et l'ennui, des goûts modérés et point de passion. Le génie est pour elles un don inutile et dangereux. Il les sort de leur état ou ne peut servir qu'à leur en faire connaître les désagréments. L'amour les égare, l'ambition ne les conduit qu'à l'intrigue, le goût des sciences les singularise, les arrache à la simplicité de leurs devoirs domestiques et à la société dont elles sont l'ornement. Les femmes sont l'ornement de la société, elles sont là pour être jolies et belles, mais certainement pas pour être radicales et transformer le monde. Et donc quand on dit radicalité subtile, on sort complètement de cette opposition complètement moyenâgeuse de l'homme qui peut être radical et qui fait de la politique et de la femme qui est à la maison et qui s'occupe du foyer. L'exemple de la cuisine que tu donnes est un exemple extrêmement intéressant. Il y a une dimension extrêmement politique dans le simple fait de faire la cuisine. Donc, comment inciter les femmes à être radicales, comment inciter les hommes à être subtils, c'est un peu grossièrement ce qu'on pourrait essayer d'esquisser dans une époque où les rôles sont encore très victimes de stéréotypes sociosexuels. Il faut peut-être renverser des choses. Que les femmes doivent être radicales subtilement et les hommes doivent être subtils radicalement. Génial. Maintenant, il y a plein de domaines dans la vie professionnelle et même personnelle. Les hommes deviennent inefficaces quand ils sont brutaux. Donc, du coup, ils sont obligés d'être subtils pour être efficaces, pour circuler dans la vie. Et pareil pour les femmes, elles doivent être face à face avec la société, à l'extérieur, dans la vie professionnelle. Donc en fait, elles doivent utiliser
la subtilité est presque acquise, mais utiliser ça dans la radicalité, parce que, en fait, si elles ne sont pas radicales dans la vie de l'extérieur professionnelle, elles ne peuvent pas survivre. Je pense que c'est ça la voie intéressante, c'est que les femmes doivent être radicales subtilement et les hommes doivent être subtils radicalement. C'est très marrant. Dans l'idée de former l'esprit des petits garçons et des petites filles, dans ma jeunesse, en 1978, j'avais 5 ans, il y a un dessin animé japonais qui s'appelle Candy et qui arrive à la télévision, dans la télévision française. Il y a un très beau générique qui en dit long sur la subtilité réservée aux filles et ce que ça peut vouloir dire. Au pays de Candy, comme dans tous les pays, on s'amuse, on pleure, on rit, il y a des méchants et des gentils. Et pour sortir des moments difficiles, avoir des amis c'est très utile. Un peu d'astuce, d'espièglerie, c'est la vie de Candy. Mais elle rêve et elle imagine tous les soirs en s'endormant que le petit prince des collines vient lui parler doucement. Pour chasser sa tristesse, elle cherche la tendresse. Câline et taquine, toujours jolie, c'est Candy. La magnifique voix de Dominique Poulain, une génie de l'interprétation qui a fait ses classes avec Claude François. Et on a quand même cette idée d'astuce, d'espièglerie, d'humour, de taquinerie, câline, coquine. Voilà, c'est subtil. Candy est subtile, elle chasse sa tristesse avec la tendresse. Et elle doit être douce et toujours jolie. Alors on peut dire dans ce toujours jolie que c'est une injonction du machisme japonais pour dire aux filles de toujours être jolies, présentables, un ornement de la société, comme dirait Madame de Genlis. Mais toujours jolie, ça veut aussi dire agir de façon jolie. Tu parlais d'élégance, on a consacré un épisode de La Voix subtile à cette notion d'élégance. Est-ce que le toujours joli, c'est pas l'attitude même de la radicalité subtile? C'est beau d'être radical et subtil. La violence peut être subtile et même jolie. Je pense à des scènes de films kung-fu, des films que d'un seul coup il y a un prince charmant qui vient du ciel, qui tombe du ciel, qui saute et qui a tiré un épée, qui a fait un geste gestueux incroyable, et c'est beau, et ça c'est juste, et ça rétablit la justesse et la justice. Donc c'est pas que c'est joli, c'est bonbon, ça sent bon la rose, mais aussi il y a des fois, il est nécessaire sortir l'épée et faire de la justice. Est-ce que la radicalité subtile, c'est pas une force juste qui s'opposerait à la violence injuste? La radicalité subtile, il y a 2 facteurs, une forme et un fond juste. Mais comment on peut juger que c'est juste ou c'est pas juste? Notre 7e épisode nous plongera dans un secret jalousement gardé. Aussi radical que fertile. Aussi séminal que subtil. Le secret de l'amour. L'amour avec un grand A, ce grand devoir pour être heureux. L'amour avec un A minuscule, à portée de vie et de don. L'amour singulier. Qui se décline au pluriel. L'amour que l'on publie. L'amour que l'on oublie. L'amour des lettres ou l'amour de lettres. L'amour c'est du pipeau. L'amour c'est le gros lot.
l'amour qui nous mène en bateau. mais sans lequel plus rien ne vaut. Musique magique, Vincent, tu es si inspirant. Si inspiré. Période d'extrême création, en effet, car tu n'arrêtes plus de peindre. La voix subtile me donne des ailes. J'informe donc nos subtils auditeurs qui voudraient découvrir ton travail pictural qu'un site existe avec des couleurs, des mots, un manifeste et tout, cespedesart.com. Comment? cespedesart.com. Comment? cespedesart.com 3 fois. Oui, allez-y les amis. Le voyage en vaut l'aquarelle. Ah, j'aime bien. Comment? Ah, j'aime bien. Comment? Ah, Déclone-toi toi-même. Ouais, c'est mieux. À bientôt, chers amis de l'esprit de finesse. À bientôt, chers complices de la non-violence. Et d'ici là, Rendez délicatement heureux.